Bonjour à tous, je suis Luc Dérault et voilà, vous êtes ici pour suivre une table ronde, l'Empire portugais, combien de monde? Je vous présente nos intervenants. Donc à ma droite, Antonio de Almeida Mendes, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes, directeur adjoint du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages. Antonio est un spécialiste de l'histoire de l'esclavage et des traites négrières, de la première modernité et de l'histoire du premier Atlantique. À ma gauche, Yves Léonard, juste à côté de moi, enseignant à Sciences Po, membre correspondant du Centre d'histoire de Sciences Po, auteur ou co-auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer l'Histoire du Portugal contemporain, de 1890 à nos jours. On en est à la 3e édition. C'est un ouvrage qui est paru chez Chandaigne, qui est l'éditeur star du salon, je pense. Ou encore, tout dernièrement, Yves Léonard a publié l'Histoire de la nation portugaise, paru chez Talandier, donc en mai 2022. Et puis, à côté de lui, Victor Pereira, chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine de Lisbonne, qui a publié aux presses de Sciences Po en 2012 La dictature de Salazar face à l'émigration, l'État portugais et ses migrants en France, 1957-1974. Il y a quelques mois, en mars 2022, est paru chez Chandaigne encore, vous voyez, avec une préface de Victor Pereira, Exil au pluriel, témoignages d'exilés et de déserteurs portugais, 13 récits d'hommes et de femmes datant des années 1961-1974 qui ont lutté contre le régime de Salazar, le régime salazariste au sens large, déserté la guerre coloniale ou refusé la conscription. Alors voilà, on a pensé pour nous guider dans cette table ronde à plusieurs jalons en fonction des spécialités de chacun de nos intervenants. Évidemment, il faut peut-être qu'on commence par enraciner les choses dans une épaisseur chronologique tout de même assez large pour présenter cet empire portugais. Et l'épaisseur chronologique, Antonio, elle est importante, puisqu'il faut remonter au XVe siècle. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, de but en blanc? Voilà, je branche mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, cet empire portugais, cet empire alors qu'on définit comme un empire ayant duré 5 siècles, donc de façon un petit peu rapide. Donc là vous avez une carte. Alors on le présente alors comme un empire ou le premier empire des temps modernes et un empire alors foncièrement maritime par opposition à un empire espagnol qui serait d'abord un empire terrestre. On a un petit peu cette lecture donc d'un empire qui va à partir de 1415. 1415, c'est la conquête de Ceuta au nord, donc tout proche du détroit de Gibraltar, un petit comptoir conquis donc en pleine période médiévale. Et à partir de Ceuta, on va écrire cette histoire qui est celle qui suit un petit peu. Voilà, Ceuta ici en 1415, donc une expédition qu'il faut replacer dans le contexte qui est celui de la Reconquista. De la reconquête de cette péninsule ibérique contre les musulmans. Donc on inscrit cette histoire qu'on va dire histoire moderne, il faut l'inscrire dans cette profondeur médiévale, qui est celle de ces péninsules ibériques, qui sont des royaumes qui sont en quête, y compris de frontières, à la fois terrestres, mais aussi de frontières maritimes, et on le présente souvent comme ce premier empire qui va relier l'Europe aux autres continents par des flux maritimes et par petites étapes jusqu'à donc l'arrivée de Vasco da Gama en Inde. Et donc là on est dans une chronologie courte, 1415-1498, et ensuite un empire qui va s'étendre au Brésil, qui va aussi, alors avec ce premier portugais Vasco da Gama qui fait le premier tour du monde, donc un empire qui a cette vocation globale mais qui pendant très longtemps est un empire limité à des comptoirs, et on va peut-être revenir sur ce qu'on entend par comptoir et là où se jouent ces relations. Et donc cet empire, alors il est fait de plusieurs empires, et on le retrouve, cette diversité, dans la titulature, qui est celle des rois du Portugal, qui est à la fois une titulature qui emprunte à tout un imaginaire médiéval, puisque le roi du Portugal, Dom Manuel, il se dit roi du Portugal et des Algarves. Donc le terme Algarve renvoie au départ pas seulement à la région qu'on connaît aujourd'hui, qui est cette région de villégiature, où il fait beau toute l'année, où il y a des plages, mais renvoie au Maroc.
c'est l'Algarve, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a cette lecture qui est une lecture, alors qui n'est pas une lecture en termes religieux, hein, on n'est pas en train de faire des frontières religieuses, on est dans cette expansion qui alors s'accompagne de la construction d'empires multiculturels. On peut faire partie d'un empire portugais tout en étant musulman. Donc roi du Portugal et des Algarves, c'est la première titulature, à laquelle ensuite il va adjoindre seigneur de Guinée. Donc seigneur, on est dans un rapport qui est le rapport féodal de suzeraineté. Donc on paye des taxes pour faire du commerce. Et donc là, il ne faut pas se mettre en honte sur ce qu'on entend comme empire quand on est au XVe, au début du XVIe siècle. On est dans un rapport d'égal à égal. Il y a des souverains en Afrique et il y a cette conscience qu'il y a des grands empires qui sont ici représentés. Le Mali, l'empire de Jolof qui représente aujourd'hui le Sénégal. Et on a cette lecture très géopolitique. On arrive en présence alors de puissances qui sont déjà installées avec lesquelles on va signer des traités. Des traités qui sont des traités qui passent un petit peu comme dans le monde féodal par des transactions commerciales. Et ensuite, plus on s'éloigne de l'Europe, et là la distance est importante, plus ces liens se délitent, puisque roi du Portugal des Algarves, seigneur de Guinée, et de la navigation. On n'est plus que seigneur de la navigation, c'est-à-dire qu'on est un espace qu'on va définir comme un espace de navigation portugaise. Donc tout ça, voilà, cette géopolitique qui se dessine, et à partir de 1415, c'est une géopolitique alors qui repose aussi sur cette capacité des Européens, et là il faut s'expliquer pourquoi pas les autres États, à occuper la mer. Pour des questions aussi alors, de technique, pour des questions aussi du rapport, et on va peut-être y revenir, à la science mathématique, qui permet ensuite de construire des cartes extrêmement précises, parce que les cartes sur lesquelles on va revenir, toute cette cartographie, c'est pas juste des cartes qui sont jolies avec ces rosaces et des trompes, c'est aussi une manière de se situer dans le monde. Donc les Européens et les Portugais ont cette capacité assez vite de pouvoir situer sur un point de l'Atlantique de façon extrêmement précise là où ils sont. Donc ça, c'est quelque chose alors qui est une forme de supériorité par rapport aux Africains, notamment, et aux Indiens, c'est-à-dire que on dessine le monde à partir de cette carte, et on le voit très très bien avec les traités qu'on va signer, le traité de Tordesillas qui découpe les mondes, c'est-à-dire qu'on arrive à situer de façon extrêmement précise avec des calculs, qui sont des calculs donnés par ces instruments de navigation, on peut se situer dans le vide. Et donc ça, c'est une capacité assez importante parce que ça permet de gérer le temps. C'est-à-dire qu'on peut calculer le temps que l'on met entre Lisbonne, par exemple, et Ceuta, en termes de temps réel, ce que n'ont pas alors ces sociétés africaines qui calculent un autre rapport au temps. Donc ça, c'est une mise en carte du monde, alors qui est, à mon avis, définit ce que va être la modernité de cet empire. Parce qu'il faut bien définir ces empires comme étant des empires d'un type nouveau, en termes d'occupation territoriale, et c'est des empires qui vont être marquants, puisqu'on peut déconstruire cette histoire en disant, voilà, c'est pas grand-chose l'Europe, mais finalement, quand on arrive au XXe siècle, ces sociétés ont été profondément transformées par ces petites puissances ibériques. On parle portugais et espagnol en Amérique latine. Les côtes ouest africaines ont été totalement renommées avec des noms portugais. Donc il y a, d'une certaine façon, de ces petites puissances ibériques, il y a un impact fort sur ces 5 siècles. Donc peut-être que je m'arrête là comme présentation, mais voilà, mais de dire que cette structure maritime est importante, et on le voit sur cette carte et sur ces flux. Donc les Portugais, par saut de puce, vont s'évertuer de façon extrêmement rapide, parce que 1415 à 1498 a délimité le monde avec des points, alors qui sont ces points ici représentés, qu'on va ensuite définir comme étant des comptoirs ou des factories, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Donc amplitude chronologique, modernité, qui commence en 1415, et vous voyez, ça correspond pas totalement à cette coupure qu'on a en France. La modernité, c'est 1492, et au Portugal, l'histoire moderne, elle commence en 1415. Donc la modernité, c'est à la fois quelque chose qu'il faut déconstruire, parce que c'est ce mythe que l'Europe prend d'une certaine façon prend possession du monde, commence à dominer le monde, mais c'est une lecture, bien sûr, reconstruite au Xe siècle, a posteriori, des grandes découvertes, et que l'Europe invente une forme de modernité, ce qui veut dire que les autres sociétés rentrent dans une forme d'archaïsme. C'est toujours une lecture paradoxale. On est moderne, donc les autres sont archaïques, mais qui repose alors sur des nouveautés. Et ça, c'est important, il ne faut pas tout déconstruire. Cette nouveauté, c'est l'Atlantique, et on l'a vu hier avec Christian Cartelou, le terme Atlantique, il apparaît tardivement. Donc l'Atlantique n'existe pas dans ce monde moderne. C'est un monde vide, où il ne se passe rien. Il n'y a pas de circulation, puisqu'on ne connaît pas encore l'Amérique. L'océan Indien est un océan dominé par les musulmans. Donc,
les Portugais vont relier ces mondes qui étaient des mondes vides, où les Africains étaient surtout des empires terrestres de l'intérieur, où les littoraux étaient vides, y compris à l'arrivée des Européens. Ils vont, y compris, créer de nouvelles connexions par leur arrivée. Et donc, c'est un impact extrêmement fort sur ce que vont devenir ces sociétés, y compris africaines, où vont se créer des États, alors qui ne sont pas des États dépendants des Européens, mais qui sont des États, y compris guerriers, qui vont se créer parce qu'il y a des marchands qui arrivent. Il faut faire du commerce. Donc, c'est, d'une certaine façon, à la fois, il faut déconstruire l'idée de modernité. Les Européens ne sont pas plus modernes que les autres. Mais en même temps, insister sur le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui se joue et qui va avoir un impact fort sur les siècles à venir. Oui. Alors on peut rester un petit peu dans cette époque moderne, toujours avec Antonio. Évidemment, quand on regarde un peu du point de vue extérieur l'Empire portugais à l'époque moderne, on a l'idée de quelque chose d'un bloc, alors qu'évidemment, il y a des chronologies tout de même. Il y a des périodes où certains comptoirs, certains territoires comptent plus que d'autres. Il y a des périodes de déclin pour certaines parties de l'Empire portugais. Enfin voilà, il faut, au-delà de la carte, des cartes qui sont souvent faites, Antonio, pour toute l'époque moderne, je veux dire qui concernent, parce qu'on simplifie un petit peu, qui concernent l'ensemble de l'époque moderne, il faut être attentif au sein de ces mondes-là, au rythme de la chronologie, qui ne sont pas les mêmes pour chacun de ces bouts d'empire, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose d'important et que Romain Bertrand montre très bien dans ses travaux, c'est-à-dire qu'au-delà de cette grande geste qui est celle de ce mouvement d'expansion qui amène les Portugais et ensuite les Espagnols à être présents un peu partout dans les 4 parties du monde, il y a des dynamiques locales qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que les Portugais, par exemple, on peut prendre l'exemple du royaume du Congo, qui est ici central, où là il y a marqué cette carte où les Portugais arrivent en 1482, qui est déjà un royaume extrêmement puissant à cette époque. Donc Congo, avec un K qui ne correspond pas au Congo actuel, mais qui est cet empire immense qui s'étend sur toute l'Afrique occidentale, qui englobe Nigeria, l'Angola à l'époque, et qui a relié, bien avant les Portugais, a fait la connexion avec les Maldives, puisque la monnaie d'échange dans cet espace de l'océan Indien, ce sont les kauris, ce sont des coquillages. Et donc ça, c'était important de dire qu'au-delà de cette lecture que l'on a avec cette chronologie, l'arrivée des Portugais à tel endroit, où ils font un comptoir, départ au Sénégal, et ensuite jusqu'en arrivant en Inde en 1498, il y a toutes ces dynamiques locales qui sont des dynamiques de métissage, où les Portugais vont alors s'installer, très souvent avec l'autorisation des souverains locaux, et créer des dynamiques. Par exemple, le roi du Congo va décider de lui-même de devenir un roi chrétien et devenir alors le frère du roi du Portugal. Donc on a une correspondance extrêmement riche entre les deux souverains, entre Dom Manuel du Portugal et le roi du Congo, qui décide, y compris pour faire du Portugal un partenaire privilégié, parce que sur place il y a tout un tas de communautés marchandes, de devenir chrétiens, y compris d'envoyer ses enfants à Lisbonne, où ils vont être ensuite latinisés. Donc ce qui se joue, vous voyez, au-delà de cette grande fresque des découvertes, de cette façon, c'est la mise en contact de sociétés qui jusqu'alors étaient des sociétés qui se méconnaissaient totalement et qui vont créer des nouvelles formes, y compris de métissage extrêmement importantes. Et donc très très vite, dans cet espace, avec ces dynamiques, on a 2-3 grands espaces, ce qui est autour du Cap-Vert et de l'actuel Sénégal, où vont se créer des communautés métisses extrêmement importantes, autour du Congo et ensuite du Mozambique. On a très vite des communautés qui se disent des communautés portugaises, qui sont des communautés métisses, et qui vont d'une certaine façon servir de relais ensuite pour les colonisations à venir. Et c'est là, et on le voit, où vont ensuite s'implanter les colonies territoriales. Donc on a, dès le départ, autour de cette grande expansion, ce mouvement, un mouvement de départ de Portugais qui vont s'installer dans ces territoires et qui vont créer très vite des sociétés métisses, et pas seulement sur la base de l'esclavage, mais des sociétés du contact et de la rencontre, et donner naissance à ceux, par exemple, qu'on va appeler au Cap-Vert les blancs du pays, et qui vont ensuite même porter des noms portugais.
entrer dans ces dynamiques extrêmement importantes du point de vue des échanges et du commerce. Donc un certain nombre de points qu'on appelle des comptoirs ou des factoreries. Factoreries, pourquoi? Parce qu'on envoie sur place un facteur, ça vient de là, qui est un représentant du roi du Portugal, qui prélève des taxes sur ces marchands, qui sont des communautés qui occupent généralement les cours d'eau. Et tout ce commerce, il se fait le long des principaux cours d'eau. Important de le dire, on est en 1415 et l'Amérique, l'arrivée de Christophe Colomb, c'est 1492, donc on est près d'un siècle plus tôt. Donc il faut s'imaginer ce monde qui est un monde euro-africain. On est dans des contacts entre l'Europe et l'Afrique, une vraie connaissance de ces deux sociétés, avec des migrations extrêmement importantes, parce que peut-être que l'image que l'on a beaucoup plus tardive de ce commerce triangulaire, de cette connexion Europe-Afrique-Amérique, a un petit peu alors écrasé cette première temporalité qui est extrêmement importante. Et une grande partie des échanges entre l'Europe et l'Afrique, une partie de cette modernité, elle se fait dans ce rapport Europe-Afrique et Océan Indien. Les Amériques interviennent tardivement, y compris le Brésil pour le Portugal, c'est surtout le XVIIIe siècle. Donc on l'oublie que les Amériques arrivent tardivement dans cette chronologie. Et que le Portugal, dans son rapport à l'Empire, ils sont construits d'abord dans un rapport avec ces sociétés africaines. Si on regarde juste avant, pour terminer sur cette présentation de l'époque moderne, si on regarde là, notamment cette vignette, enfin cette diapositive, on regarde un petit peu les choses du point de vue américain, du point de vue de l'Asie. Évidemment, là aussi, les rythmes chronologiques sont importants. Il y a un premier délitement de l'Empire d'Asie au début du XVIIe siècle, Antonio. Là aussi, il faut avoir en tête cette chronologie. Les rythmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas les mêmes partout. Donc, si on se déplace dans l'océan Indien, qui est cet océan qui faisait, d'une certaine façon, qui était le miroir de la Méditerranée en termes d'échange. Donc il faut s'imaginer une Méditerranée extrêmement dense. Quand on parle d'abord de l'Empire portugais, c'est un empire un peu comme l'Empire espagnol, qui est très connecté à l'Afrique du Nord, dans ces échanges. Et donc là, dans l'océan, on a un monde, quand les Portugais arrivent dans cet espace, qui est un monde déjà très dense, du point de vue des échanges et des circulations. Donc les Portugais vont s'insérer dans un monde alors qu'il leur est totalement méconnu, mais où ils découvrent déjà que les musulmans sont extrêmement présents. On a cette, qui n'est pas une anecdote, quand Vasco de Gama arrive à Calicut, il débarque, donc on lui pose la question « Que venez-vous faire ?» Il dit « Voilà, je viens chercher des chrétiens et des épices. » Et il se rend compte que face à lui, il a des Tunisiens qui sont passés, grosso modo, par l'Égypte, et qui arrivent là plus tôt et qui convoient ces épices par la Méditerranée. Donc, grosso modo, le Vasco da Gama se dit, voilà, tous ces efforts, près d'un siècle d'aventure, pour arriver et trouver ici nos voisins tunisiens, qui parlent, grosso modo, notre langue. Donc, ils retrouvent, d'une certaine façon, leurs voisins d'en face. Et donc, pour eux, c'est un vrai choc de se dire que ce monde de l'océan Indien qu'ils méconnaissaient totalement était un monde, déjà, peuplé par leurs voisins tunisiens, et qu'ils arrivent en territoire occupé, et donc ils vont essayer de retrouver des chrétiens, y compris cette religion hindouiste, qui leur est totalement inconnue, avec ses temples, y compris ces dieux à plusieurs bras. Ils vont y voir une forme de syncrétisme du christianisme. Et pendant très très longtemps, les Portugais vont être persuadés qu'il y a des chrétiens qui sont sur une mauvaise voie, et que les hindouistes sont des chrétiens, qu'il faut ramener au christianisme, et que, d'une certaine façon, ils ont été dévoyés par ces musulmans qui sont là, donc sans comprendre pendant très longtemps cette géopolitique de l'océan Indien. Alors pourquoi ? Parce que, y compris dans cet imaginaire portugais, il y a aussi un imaginaire eschatologique, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, les Portugais sont là pour ramener l'empire du christianisme universel. C'est ce qui leur porte aussi, et ça c'est important. Et l'Inde occupe une place importante dans ce discours sur une renaissance de l'Europe, qui serait une Europe reconquérante. On a perdu Jérusalem, mais on va, d'une certaine façon, christianiser le monde à la force de nos armes. Et donc, autour de Calicut et de Goa, surtout, va se jouer quelque chose qui est l'État de l'Inde. Donc, le terme État apparaît, Estado da India. Et on a même le projet, pendant un certain nombre d'années, de déplacer la capitale de Lisbonne à Goa. Et on va construire Goa. Et vous regarderez des plans de Goa, je ne sais pas je crois qu'on ne les a pas ici, mais qui sont construits d'une façon très rectiligne, où c'est, d'une certaine façon, Lisbonne que l'on déplace à Goa. En mieux, en se disant, on va construire une ville moderne où les gens seraient séparés entre castes. Et on crée ce titre de vice-roi,
Et on déplace sur place la principale noblesse du Portugal. Hein. Donc ceux qui gouvernent Goa, donc avec Albuquerque, ensuite Almeida, c'est la principale noblesse du royaume, et y compris on a envisagé pendant un temps de déplacer donc cette capitale, hein, pour vous dire que l'idée d'Europe n'existait pas, et de faire de l'Inde le cœur même de ce que serait le cœur même de la portugalité. Donc on peut s'imaginer que si ce projet avait fonctionné, donc Lisbonne aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est, et que le Portugal serait plutôt un Portugal en Inde, avec ce projet, hein, à partir de là, on pourrait, d'une certaine façon, alors faire repousser la puissance musulmane, parce que c'était ça aussi. Donc ce qui pousse une partie aussi de ces Portugais à aller occuper un peu le monde, c'est de se dire que là, dans le monde, on peut porter cette foi conquérante qui fera d'une certaine façon, qui repoussera l'islam, qui est extrêmement présent avec la puissance ottomane et les puissances barbaresques. Donc l'Inde joue un rôle important dans cet imaginaire, puisque c'est de là qu'est censé venir le renouveau du christianisme. C'est de là qu'est censé venir aussi cette puissance économique, hein, puisque le roi du Portugal, c'est un roi des épices. Donc l'or, c'est le XVIIIe siècle, et les esclaves, c'est beaucoup plus tardif. Hein. On a cette image, le Portugal et l'esclavage. Donc pendant très longtemps, c'est contrôler ces routes des épices, et on est vraiment dans cette logique médiévale. Hein. Après Venise, Lisbonne doit prendre le relais de ces puissances méditerranéennes. Et donc le Brésil, c'est beaucoup plus tardif, hein, puisque le Brésil, c'est dans cet imaginaire ce monde sauvage. Et on le représente comme ces hommes nus, anthropophages, cette forêt dense, hein, cet imaginaire un peu qui est celui de Christophe Colomb quand il arrive dans ces îles. C'est le paradis perdu, et en même temps, ça peut être l'enfer. Hein, donc ces hommes qui sont bien bâtis, on a tout un tas de descriptions sur ce que pouvaient être un petit peu ces sociétés européennes avant la corruption. Et donc on a cette image, le Brésil, c'est à la fois un monde intouché, c'est le monde de la nature à l'état pur, où les hommes vivent nus, proches de la nature. Donc c'est cette image, Adam et Ève, replacés dans ce contexte un peu infernal, puisque on ne s'y installe pas seulement pour ces raisons, parce qu'il est sauvage, parce que les Portugais meurent beaucoup sur les côtes du Brésil, et beaucoup plus que sur les côtes d'Afrique, puisque là on a une question de climat, et on va le découvrir. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste notre pandémie qui arrive, c'est dès le XVIe siècle, on découvre ces climats humides et tropicaux avec ces maladies qui sont la fièvre jaune, pour lesquelles on n'a pas encore de nom, mais on se rend compte qu'elles terrassent, hein, en quelques jours, et qu'on tombe malade et qu'on meurt de ces fièvres au Brésil, mais aussi dans ces îles qui sont des îles de l'équateur sud, on va planter la canne à sucre. Hein. Donc on est aussi confronté, hein, très très vite, pas seulement à ces questions de technique, hein, de distance, mais confronté à la maladie, à ces épidémies, alors dans l'autre sens. Hein. Aux Amériques, c'est plutôt les Européens qui vont amener leurs épidémies avec leurs animaux, et qui vont décimer les populations amérindiennes. Dans le contexte portugais, c'est dans l'autre sens, c'est plutôt les Européens qui meurent massivement. D'où aussi alors cette nécessité très vite de se métisser, parce qu'il va y avoir un discours, hein, qui est un discours qui est là déjà dès le XVIe siècle. Le métissage et construire une société de mulâtres, c'est construire une société de gens qui vont pouvoir peupler ces espaces qui sont très inhospitaliers au départ pour les Européens. Il y a ce discours que les Blancs ne sont pas faits pour vivre sous les tropiques, et qu'il faut créer un nouvel homme qui serait l'homme mulâtre. Oui, alors on parlait du Brésil. Le Brésil, c'est un territoire charnière qui nous permet, Yves Léonard, de basculer au XIXe siècle aussi, puisque le Brésil est indépendant à partir des années 1820. Et là, c'est vrai, quand on regarde les cartes, hein, c'est presque un choc visuel. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, qui nous est peut-être plus familier, où là, en termes de figuré, on est passé du figuré ponctuel, du point, au figuré surfacique. C'est ce qu'on voit très bien, avec l'Angola, le Mozambique, ce sont des territoires, on entre dans la colonisation un peu contemporaine, et avec aussi, cette carte centrale, là, un projet de relier les deux colonies phares, Angola, Mozambique. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu tout ça? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, là, on saute une période assez longue, puisque, comme Antonio vient de le rappeler, le Brésil a acquis une dimension très grande pour le Portugal tout au long du XVIIIe siècle. C'est véritablement à la fin du XVIIe siècle que le Brésil acquiert
eh bien, devient un peu le joyau de la couronne portugaise, et avec l'or, le cycle de l'or notamment, qui va fortement alimenter cet enrichissement, hein, il n'y a pas d'autre mot, que connaît Lisbonne, la capitale, et le Portugal. Sauf que cette aventure se termine, ça vient d'être rappelé, il y a juste 2 siècles. L'indépendance est proclamée en 1822, enfin par étapes, mais disons que le moment repère est 1822, suite à une série de difficultés auxquelles a été confronté le Portugal, principalement liées aux invasions napoléoniennes, aux guerres péninsulaires, qui ont conduit la famille princière, la famille royale portugaise, à traverser l'Atlantique. Et c'est un cas assez singulier. On parlait tout à l'heure de Goa, nouvelle Lisbonne ou nouvelle capitale de l'État de l'Inde, enfin de cet ensemble, de cet empire maritime en construction. Eh bien, au début du XIXe siècle, Rio de Janeiro devient la capitale du Portugal, du Brésil, et d'ailleurs le titre va évoluer, hein, du roi du Portugal, qui se retrouve à partir de 1808 et jusqu'en 1821 au Brésil. Ce qui est un cas assez singulier, hein, de traverser là aussi de l'espace atlantique pour finalement conserver la fiction ou l'illusion de la souveraineté. Pourquoi ? Parce que sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire le rectangle européen, eh bien, le Portugal est en gros mis sous la coupe réglée des Britanniques, le vieil allié, la vieille alliance, hein, qui est importante aussi pour éclairer tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a cette alliance qui est nouée au XIVe siècle et qui va perdurer avec des hauts et des bas, mais qui, au moment des guerres péninsulaires, des guerres napoléoniennes, le blocus continental, évidemment, a une importance capitale. Et donc les Britanniques vont repousser, avec l'appoint de forces portugaises, vont repousser les invasions françaises, mais en retour, évidemment, vont obtenir un certain nombre de compensations, dont la liberté de commerce et l'ouverture des ports brésiliens, et d'une certaine manière aussi la mainmise sur la régence qu'exerce tant bien que mal le prince héritier, puisque la reine du Portugal a sombré dans la démence dans les années 1790. Donc c'est cette configuration très particulière qui fait que ce qui constituait l'essentiel pour le Portugal au XVIIIe siècle, eh bien d'un seul coup, dans les années 1820, eh bien le Portugal s'en trouve privé. Alors je vous passe un certain nombre de points qui relèvent plus de l'histoire politique, mais disons sur une vague de fond qui est de l'émergence d'une forme de libéralisme politique au Portugal, avec une révolution libérale au début des années 1820. Tout ça s'articule avec ce mouvement d'indépendance du Brésil. Eh bien, le Portugal, les élites portugaises vont s'imaginer, vont s'inventer un nouvel horizon. Et ce nouvel horizon, ça va prendre un nom, on va parler de Nouveau Brésil en Afrique, et ça va s'incarner dans cette carte que vous voyez au milieu du diaporama. C'est la fameuse, puisqu'au Portugal, ça a une résonance forte, hein, ce qu'on appelle la carte rose. Et qu'est-ce que cette carte rose ? Eh bien, ça consiste, dans les années 1880, qui sont les années de la course au clocher, de cette concurrence très forte qui oppose les puissances européennes en Afrique, eh bien, les Portugais disent, eh bien, nous, on a quelque part un droit historique à être là, puisque nous avons été avant les autres. Et lorsque le congrès de Berlin a lieu à l'hiver 1884-1885, à l'instigation de Bismarck, eh bien, la tonalité, le discours tenu par les représentants portugais, c'est de dire, oui, l'occupation effective des terres, c'est bien, mais nous avons été là avant les autres. Nous avons un droit historique. Et ce droit historique, nous entendons bien le faire valoir, et nous avons d'ailleurs, depuis quelques années, organisé, financé des expéditions pour aller à l'intérieur des terres, planter un peu le drapeau, comme on disait à l'époque, et ne plus rester seulement sur les bandes côtières, mais au contraire réaliser une exploration grand format. C'est la grande vague de l'époque, hein. Et vous avez la Société de géographie de Lisbonne et des explorateurs qui parcourent ces territoires et qui vont finalement essayer de réaliser une liaison est-ouest en Afrique australe, dans cette partie du continent africain. D'où cette représentation qui est faite
au moment du congrès de Berlin dans le prolongement, qui est celle de la carte rose, puisqu'on l'a colorie en rose, et qui, très concrètement, vous voyez, relie les deux parties orientales et occidentales de l'Afrique. Sauf que ça va venir évidemment contrecarrer les ambitions, la vision d'un pays qui n'est pas le moindre pays pour les Portugais, c'est leur vieil allié, c'est-à-dire les Britanniques qui ont, eux, une autre vision qui est celle d'un axe nord-sud entre le Cap et le Caire et qui vont très concrètement signifier aux autorités portugaises qu'il faut cesser, renoncer à ce rêve de carte rose. Et ça va être une crise diplomatique en 1890, la crise de l'ultimatum, qui va très clairement signifier aux Portugais que ce rêve, eh bien, il faut y renoncer. C'est un choc très important pour les élites portugaises et politiques aussi, puisque la monarchie constitutionnelle sera finalement identifiée à ce ratage et à cette impuissance qu'elle a à maintenir ou à incarner ce rêve de Brésil en Afrique et de créer ce qu'on va appeler ensuite un troisième empire en Afrique, le premier étant plutôt l'État de l'Inde, le deuxième plutôt autour du Brésil et le troisième étant celui autour de l'Afrique. Et cette carte rose va rester dans l'imaginaire des élites très longtemps, à tel point que, et c'est la troisième représentation, le Portugal n'est pas un petit pays, la République parlementaire instaurée en 1910 ne parviendra pas finalement à reprendre à son compte, alors qu'elle avait cette intention, et d'une certaine manière, elle a été proclamée aussi sur cette idée d'un nationalisme d'empire, quelque chose qui dépasserait les frontières continentales du Portugal, de ce rêve de grandeur. Elle échouera pour un certain nombre de raisons, et c'est la dictature, et Salazar en premier lieu, qui reprendront à leur compte cette idée que représente cette carte, qui est une carte de propagande, qui est réalisée en 1934, et qui dit très clairement, eh bien, le Portugal n'est pas un petit pays, et si le Portugal n'est pas un petit pays, c'est parce qu'il a maintenant, en souveraineté, sous son contrôle, un certain nombre de territoires, en Afrique principalement, mais pas que. Il y a toujours l'État de l'Inde, il y a toujours autour de Goa, il y a Timor dans la partie orientale, mais il y a donc ces archipels atlantiques et surtout cette présence de 5 siècles. C'est là qu'on retrouve tout ce discours qui relie à la prise de Ceuta en 1415, où le régime salazariste va développer cette idée d'une continuité historique qui est celle d'une projection ultramarine. Le Portugal est grand parce qu'il a une histoire longue, et cette histoire longue, elle s'inscrit dans une temporalité précise qui est celle du début du XVe siècle. Et à sa manière, Salazar poursuit l'œuvre de l'infant Henri. L'infant Henri qui alors, progressivement, mais dès le XIXe siècle, est apparu, pour ce qu'il n'était pas vraiment, mais toute une légende qui va entourer le personnage, qu'on va affubler du nom de navigateur, alors qu'il n'avait pas vraiment navigué, sinon pour aller à Ceuta. Et cet enfant Henri incarne d'une certaine manière ce rêve de grandeur dans lequel s'inscrit Salazar. Et Salazar, pour la propagande, eh bien, est désigné très clairement comme le nouvel enfant Henri. Un nouvel enfant Henri à tel point que lui-même n'a jamais navigué. Donc la continuité finalement est totale, la cohérence est totale, il n'a jamais navigué, mais il est le nouvel enfant Henri. Et cette carte donc est très importante et elle va s'incarner à travers un certain nombre de réalisations, d'événements. J'ai évoqué dans d'autres tables rondes, nous avons évoqué l'exposition du monde portugais en 1940 à Lisbonne, mais aussi en 1960 lorsque ressurgit il n'avait jamais disparu, mais est célébré une nouvelle fois l'enfant Henri pour le 5e centenaire de sa mort, 1460, 1960, et à Lisbonne, eh bien, de nouveau, on célèbre cet enfant Henri. Donc c'est au cœur, si vous voulez, cet empire africain, ce qui explique évidemment un certain nombre de résistances et cette volonté qu'aura le régime de maintenir jusqu'au bout cette présence ultramarine. On ne parlera plus de colonies à ce moment-là, mais de provinces d'outre-mer. Mais l'idée est toujours la même. Le Portugal ne saurait exister sans cette présence ultramarine. Et d'une certaine manière, le testament de Salazar, c'est de dire si nous perdons l'outre-mer, si nous perdons l'Afrique, alors le Portugal disparaîtra. Oui, on peut rester peut-être un petit moment sur cet empire colonial, cette Afrique sous Salazar, peut-être, Victor, si on avait un peu à essayer de
de donner quelques rudiments chronologiques pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment distinguer du point de vue de l'histoire de l'Empire portugais, ce qui précède la Seconde Guerre mondiale et ce qui suit la Seconde Guerre mondiale? Quelle rupture faut-il identifier? Le tout en quelques minutes, c'est pas très facile, mais bon. Mais il est très bon. Bonjour à toutes et à tous. Et je tiens à remercier Luc. Ça fait plusieurs débats qu'on fait ensemble et qui a fait un travail. Il n'est pas spécialiste du Portugal et vous pensez tous qu'il est spécialiste du Portugal et de son empire et qui a fait un travail formidable pour que ce soit très fluide. Merci Luc. Donc question, je dis ça parce que la question est difficile et que je ne sais pas y répondre et donc j'ai gagné du temps pour répondre. Donc c'est bon, j'ai trouvé la réponse. D'une part, mes camarades l'ont très bien dit, cette idée d'un empire de 5 siècles est purement de la propagande du régime, et cette idée que, au cœur de l'identité nationale portugaise, il y a l'empire. Et le discours de Salazar, ou de un de ses principaux ministres, Franck Nogueira, le ministre des Affaires étrangères, était très clairement, si nous perdons l'empire, nous serons absorbés par l'Espagne, qui est le grand ennemi aussi. Et donc, ce discours a été construit, et il faut bien avoir à l'esprit que les Portugais ont eu beaucoup de mal à dominer ces territoires. C'est-à-dire, d'une part, il y a les maladies, qu'on a déjà évoquées, mais aussi des fortes résistances. Par exemple, en Guinée-Bissau, ce n'est qu'en 1936 que terminent ce qu'on appelle des guerres de pacification. Je mets des guillemets parce que c'est des guerres coloniales, de domination, etc. Et en Angola, notamment, encore en 1940, il y a des soulèvements de certaines populations, et ce n'est qu'en 1940 que les Portugais réussissent, ayant progressivement un arsenal militaire bien supérieur à celui des populations qu'ils affrontent, qu'ils arrivent à dominer tous les peuples et à contrôler ces territoires. Territoires qui, comme le montre la carte, sont grands. Alors, pour l'Angola, un élément important, très rapidement, c'est que l'Angola et le Mozambique vont être dotés de chemins de fer pour pouvoir écouler les ressources minières, notamment du Katanga, que vous connaissez peut-être, ce territoire qui a fait sécession dans les années 60. Et le Mozambique, notamment, va être un point extrêmement important pour ce qui est actuellement le Zimbabwe, ex-Rhodésie. Et donc, mais les Portugais vont devoir, à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, et notamment sous Salazar, avec des plans de développement, à partir des années 50, essayer de contrôler ces territoires, pour pouvoir notamment intervenir rapidement en cas de soulèvement. Et peut-être qu'on en parlera un peu, mais un des éléments extrêmement importants dans toute cette histoire, c'est que le Portugal a rencontré les plus grandes difficultés pour coloniser, dans le premier sens du terme, envoyer des colons, pas seulement gérer les territoires. Quand le Portugal perd le Brésil en 1822, très rapidement, des années 1830, le nouveau discours des autorités portugaises est de dire « cessez de partir vers le Brésil », alors que l'indépendance du Brésil en 1822 n'a pas du tout cessé l'important flux migratoire qui allait de la métropole vers le Brésil, et dans les années après 1820, ça continue, et ça ne cesse d'augmenter au cours du XIXe siècle. Cessez d'aller vers le Brésil, il faut aller vers ces nouveaux Brésils. Et quand on parle de nouveau Brésil, c'est dire ce sont des territoires extrêmement riches, et la rhétorique, notamment d'un des ministres connus, c'est Sá d'Abandel, c'est de dire que le Brésil nous a détourné des richesses de l'Afrique. Maintenant que nous avons perdu le Brésil, il faut revenir vers l'Afrique et pouvoir exploiter ces richesses. Néanmoins, tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les autorités portugaises vont avoir beaucoup de mal, pour des raisons de maladie, pour des raisons qu'il y avait déjà des chaînes migratoires très puissantes qui reliaient les campagnes portugaises au Brésil. Et donc pour un paysan du nord du Portugal, il était assez aisé de partir vers le Brésil, puisqu'il y avait la famille qui pouvait soit lui avancer le voyage, soit lui permettre d'avoir un accueil. Ce que vont faire les Portugais, notamment dans les années 1840, et ça rejoint ce qu'a dit Antonio, notamment avec les métissages, c'est qu'ils vont se dire, vu que nos métropolitains tombent malades, on va essayer de puiser chez les Portugais qui sont au Brésil. Et donc il y a des tentatives de faire de la propagande pour la colonisation de l'Angola, notamment, qui ne va pas vraiment fonctionner. Autre cas de population qu'on va utiliser un terme peut-être pas le plus adéquat, c'est les déportés ou les bagnards. L'Angola, notamment, a été un territoire pour les bagnards. Donc vous voyez, c'était donc pour beaucoup dans l'univers de la population portugaise, aller en Afrique, c'était aller vers une sorte d'enfer où il fait très chaud et où votre santé risque de vite dépérir. Et ce n'est, pour répondre à la question de Luc, que dans les années 50 que l'Empire va connaître un changement important, dont on va voir tout à l'heure un des résultats, va accueillir une population de colons.
métropolitain. Et vous voyez un peu, ça peut nous paraître anachronique, les années 50, alors que l'Inde est déjà indépendante, alors qu'il y a la guerre d'Algérie qui s'est initiée en 1954, alors que ce qu'on appelle le vent du changement, le vent de l'histoire, tend à faire comprendre que les colonisations, c'est pour bientôt fini. Et donc, ce n'est qu'à la fin des années 50, au cours des années 50 et aux années 60, en pleine guerre coloniale, que des milliers de Portugais, il y a beaucoup plus de Portugais qui vont vers la France, ne vous inquiétez pas, mais il y a un certain nombre de Portugais qui partent en Angola, au Mozambique, et le Portugal, au-delà de dépenser 40% de son budget à partir de 61 pour faire des guerres coloniales, donc acheter des armes, avoir une armée fort conséquente, à l'époque, il n'y a que les États-Unis au Vietnam qui ont plus de soldats mobilisés. Israël qui a plus de soldats mobilisés, plus que les États-Unis au Vietnam. Donc, tous les jeunes gens devaient faire 2 à 4 ans de service militaire. Et donc, ce n'est qu'à cette époque que, au-delà de ces frais militaires, le Portugal se met à construire des grands barrages. Notamment, tout à l'heure, on a vu la vallée du Limpopo. Le Portugal, pendant un moment, se lance dans la construction d'un énorme barrage, qui était un des plus importants à l'époque, Cabo Rabassa, mais crée aussi en Angola des colonnats agricoles. Donc, il y a énormément de moyens qui sont mis pour transformer ces territoires, mieux les exploiter et faire venir une population blanche qui, jusqu'alors, les Portugais émigraient beaucoup, mais émigraient relativement peu vers l'Empire africain. Merci beaucoup. Donc là, on est arrivé au XXe siècle. On va faire des allers-retours, si vous permettez, dans la chronologie. On reviendra à la question des indépendances un petit peu plus tard. On a bien compris que dans cette histoire, en fait, une forme de messianisme, des mythes politiques accompagne vraiment la construction de l'Empire portugais. Et dans ces mythes, il y a quelques figures qui émergent. Yves Léonard en parlait tout à l'heure. Bien sûr, c'est Henri le Navigateur. Vous avez une de ces statues qui est érigée en 1900 à Porto, ici. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, la figure de Vasco de Gama. Alors là, on a mis, comment dirais-je, la couverture d'un ouvrage qui a fait, au moment de sa parution en 97, un petit peu sensation, je crois, Antonio. Oui, ça c'est un point important parce que voilà, c'est la force des discours, des mythes et des imaginaires. Parce que ces empires, en tout cas l'idée qu'on a de cet empire, elle repose aussi sur des imaginaires qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là pour parler d'un territoire qui était tout petit, où il y avait 800 000 habitants au XVIe siècle. Donc si on est là pour parler de ce qui nous semble important, c'est que les imaginaires ont traversé les siècles. Les imaginaires, ils reposent aussi sur des figures qui sont celles des héros, qui vont être totalement construits par le discours nationaliste, qui est celui de penser la nation à partir des héros. Et toutes les nations construisent un petit peu un discours à partir de héros. La France n'a pas échappé avec la construction du mythe des héros républicains. Et donc, ces héros au Portugal, ils prennent la figure de ce qu'on va appeler des découvreurs. Voilà. Et pas seulement ces découvreurs, mais on va renommer une grande partie des villes du Portugal, des places, avec les noms de ces découvreurs, alors qu'on va sortir de l'oubli. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cet ouvrage de Sanjay Subramanian, il avait fait scandale au Portugal. Parce qu'il était écrit par quelqu'un qui n'est pas portugais. Donc il y avait aussi ce discours, comment quelqu'un indien vient nous donner des leçons pour ce qui était alors censé être le 500e anniversaire de la découverte ou l'arrivée de Vasco de Gama à Calicut. Donc qui était au Portugal à un moment où on allait célébrer cette période faste. Et donc là, donc un chercheur qui n'était pas si réputé que ça à l'époque, indien, qui a fait une biographie alors d'un type nouveau, dans à la fois le panorama portugais, mais aussi européen, qui n'était pas une biographie où on racontait les grands événements, mais on racontait, d'une certaine façon, alors le commun de quelqu'un qui était un petit homme. C'est-à-dire qu'il était, Vasco de Gama, voilà, il était présenté avec ses bassesses, un ivrogne, quelqu'un totalement illettré, qui savait à peine naviguer. Et on avait présenté cette épopée qui était la grande épopée des découvertes portugaises, l'arrivée en Inde, faste, où on avait préparé, sorti les petits fours au Portugal et le champagne. Donc on montrait ça comme étant quelque chose qui n'aurait pas pu ou dû avoir lieu parce que c'était le fait du hasard. Donc, grosso modo, voilà, passer de ces grands héros marins, ce peuple de marins, de navigateurs, aventuriers qui avaient affronté les mers, les peurs... Et c'était montré courageux, et c'était cette image que renvoyait le Portugal, d'un peuple de gens qui avaient toujours
naviguer, alors que peu de Portugais connaissaient la mer. On a plutôt peur de la mer au Portugal, parce que si vous allez au Portugal, les vagues sur la côte atlantique sont violentes et la mer est froide. Donc on se baigne très très peu au Portugal, et c'est surtout les touristes. Moi j'ai cette image de petit on se disait, mais ils sont fous ces touristes. L'eau est à 10 degrés, les vagues. Et donc on avait cette image. Et donc là on revenait à quelque chose qui est de l'ordre du mythe, et Sanjay Soemanathan pointait le doigt en se disant, voilà, mais allez chercher qui est votre Vasco de Gama. Il est né dans un petit village de l'intérieur du Portugal, il était totalement illettré. D'ailleurs, il est mort dans la misère, puisque quand il est revenu, il a voulu prétendre à un empire, et le roi du Portugal lui a dit, tu retourneras dans ton village, et Vasco de Gama, ça s'est arrêté de son présent. C'est ensuite ce mythe qui a été récupéré par toute la propagande salazariste, qui a érigé Henri le Navigateur comme un grand navigateur. On l'a dit, il n'a jamais navigué parce qu'il avait peur de l'eau. Et d'ailleurs, il ne s'est jamais marié, et Sagres, on se pose la question si ça a vraiment existé ou pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas féru de science, donc c'était plutôt quelqu'un qui avait, une grande rigueur religieuse, qui, je crois, avait peur des femmes, et qui restait enfermé dans son couvent, et qui avait un contact très, très peu sociable. Et on l'a présenté comme ce grand initiateur des grandes découvertes. Et Vasco de Gama, donc cette figure totalement décriée, et qui marque un tournant dans ce qui est à mon avis le récit biographique. Cet ouvrage de Vasco de Gama, on n'est plus là juste pour raconter, mettre le personnage dans un événement historique. Le personnage lui-même est au cœur, et donc on rentre dans ce qui va être ensuite maintenant un courant de l'historiographie, c'est-à-dire s'intéresser à ces petits hommes, et comment ces petits hommes parfois on les érige en grands hommes. Donc un fait notable, et d'une certaine façon avec Sanjay Subrahmanyane et Vasco de Gama, on était en train petit à petit de déconstruire un petit peu ce mythe de cet empire. Alors ça a pris du temps, parce que ça n'a pas empêché les Portugais de rebaptiser un pont Vasco de Gama, un centre commercial Vasco de Gama, et d'être très présent, mais d'une certaine façon ça apportait ce nouvel éclairage sur ce qu'avait été cet empire, et comment cet empire s'était maintenu sur 5 siècles. Et comment cet empire, d'une certaine façon, il correspondait à une invention, et donc Romain Bertrand l'a déjà dit, les grandes découvertes, le terme, c'est un terme du XXe siècle, en fait. À cette époque-là, on ne parle pas de grandes découvertes. Et les hommes qui font cette aventure, alors c'est aussi le fait du hasard. Et il faut mettre un peu du hasard dans cette histoire. Cette histoire, elle ne s'écrit pas de 1415 à 1498. On connaît, nous, la fin de l'histoire. Mais les hommes, au moment où ils font cette histoire, il y a des milliers de morts dont on n'a pas retenu les noms, parce que cette histoire, elle se fait par petits pas, petites aventures, et c'est pas juste un voyage comme ça qui traverse l'Atlantique, elle se fait à échelle d'hommes, et ces hommes, c'est des hommes de leur temps, avec leur propre culture, parfois un peu rustre, des gens qui, d'une certaine façon, avaient peur, parfois de l'eau, d'une certaine façon très pieux aussi, ils croyaient dans une forme de destin. Et le fait, qui est le fait qui est aussi à échelle humaine et qui est le nôtre, c'est-à-dire très souvent la chance est là aussi pour nous aider et qui fait nous prendre une voie plutôt qu'une autre. Donc voilà, l'Empire c'était aussi un petit peu ça. Prolongeons peut-être un peu avec vous, Yves Léonard, peut-être que nous expliquer, on voit là cette statue d'Henri le Navigateur, on est en 1900, enfin... Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est un moment, et puis cette statue, c'est une photographie récente, elle est toujours dans l'espace public, est-ce qu'à ce moment-là, fin 19e, début 20e, il y a des statues qui vont être pérennisées dans cet espace et qui aussi célèbrent des figures de l'Empire, du glorieux Empire portugais? Est-ce que c'est un moment un peu charnière, ça, ce moment? Oui, alors effectivement, à la fin du XIXe siècle, au moment où se développe cette idée de carte rose que j'évoquais tout à l'heure, la fabrication de cette nation portugaise est à son paroxysme d'une certaine manière, et Salazar reprendra beaucoup d'idées qui ont déjà été développées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et notamment dans les années 1880-1890. Il faut savoir qu'en 1894, on célèbre un anniversaire, c'est toujours cette dimension commémorative, c'est l'anniversaire de la naissance de l'enfant Henri. On la célèbre tout particulièrement à Porto, sa ville natale de cet enfant Henri, qui n'a jamais navigué. Et c'est à ce moment-là qu'on va ériger ces statues,
qu'on va mettre en scène ce personnage. Donc on est bien avant Salazar, là, vous voyez, on est 40 ans plus tôt, et c'est vraiment à ce moment-là que l'Infant Henri acquiert cette nouvelle dimension, et qu'en plus sa représentation, là on le voit, c'est un tout petit personnage en plus, hein, sur cette statue dans Porto. Il y a sa maison, la maison où il est né, qui est également mise à l'honneur. Il y a un hymne qui va être fait pour les commémorations du centenaire de la naissance de l'Infant Henri, un hymne qui est rédigé, écrit, d'ailleurs composé par ceux qui, 4 ans avant, ont composé l'hymne national, ce qui va devenir l'hymne national portugais, la portugaise, qui glorifie justement les nobles héros de la mer. Au moment de la crise de l'ultimatum. Ce sont les mêmes qui se livrent à l'exercice pour cet Infant Henri. Et à ce moment, vous voyez, il y a cette représentation quasi médiévale qui domine dans cette statue, alors qu'en même temps, on a exhumé une représentation sur des panneaux polyptyques qui représentent l'Infant Henri dans une posture beaucoup plus de commerçant, de prince bourguignon, ce qu'il était par ses origines en partie, et qui va passer à la postérité. On n'a pas l'image ici, mais c'est un prince de l'époque avec une petite moustache très sombre, et qui va être finalement l'image qui va s'imposer au fil du temps et qu'on retient encore aujourd'hui la plus souvent, et que le régime salazariste va reprendre à son actif. Donc à ce moment-là, on a l'accent qui est mis. Antonio évoquait à juste titre Vasco de Gama et la représentation au moment de l'exposition de Lisbonne en 1998 et la publication de cette biographie de Sanjay Subramanian. Mais un siècle plus tôt, on est en train d'exhumer déjà le Vasco de Gama, à tel point qu'on va commémorer en 1897 et 1898, à grand renfort de battements de tambour et de trompettes, à Lisbonne même, la monarchie constitutionnelle trouve que c'est un moment très opportun pour gommer l'effet désastreux de l'ultimatum et montrer que les campagnes dites de pacification, qu'évoquait Victor tout à l'heure, qui sont menées en Angola, qui sont menées au Mozambique à ce moment-là, parce que le Mozambique, c'est bien peu de choses, c'est une bande côtière, et à ce moment-là, eh bien, les Portugais essayent de pacifier et envoient des troupes, avec là aussi des personnages qui vont incarner la continuité historique. Et ces hommes qui sont envoyés se battre au Mozambique, notamment la plus grande figure, Mousinho de Albuquerque, va devenir un véritable héros national, magnifié par la propagande salazariste par la suite. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté une victoire sur l'empereur de Gaza, qui était donc tout puissant jusque-là, ou du moins assez puissant, et il va remporter la victoire de Chaimit en 1895, et qui célèbre. Et donc là, il va y avoir aussi toute une mise en scène orchestrée autour de ces campagnes de pacification. Et donc Vasco de Gama, en 1897-98, eh bien, acquiert cette dimension de héros national, à tel point que on va ensuite essayer d'exhumer ces restes. Alors il y a toute une épopée, un récit autour des restes de Vasco de Gama qu'on va finalement, quelques années plus tard, installer dans le monastère des Hieronymites, on dit, oui c'est ça, Jerónimos, à Lisbonne, à Belém, et qui va donner lieu en 1924, hein, puisqu'il est mort probablement en 1524, même si la date est un petit peu confuse, mais enfin en 1924, la République va orchestrer une mise en scène autour de l'exhumation posthume de restes supposés de Vasco de Gama dans le monastère symbolique du roi Manuel, hein, le roi Manuel avait fait construire au début du XVIe siècle. Donc c'est véritablement un moment charnière où, dans la fabrication de ce sentiment national, eh bien, l'exaltation de ce héros du passé, je ne voudrais pas terminer cette courte séquence sans évoquer aussi peut-être celui dont on n'a pas encore parlé, mais qui parcourt finalement toute cette longue histoire, c'est le fameux Camões, le poète national, qui a mis en scène, dès le XVIe siècle, dans les Lusiades, qui a mis en scène ce récit, alors à sa manière, mais le récit de Vasco de Gama, complètement inventé, fantasmagorique, et ce Camões
devient véritablement au XIXe siècle une référence, une gloire nationale. Il était déjà identifié, mais c'est véritablement au XIXe siècle, dans cette période de fabrique identitaire, que Camões devient le poète national, en quelque sorte, l'auteur des Lusiades, qu'on va célébrer. On lui érige une statue à Lisbonne en 1867, et en 1880, il y a des manifestations importantes des républicains qui s'approprient le thème et qui viennent célébrer Camões en 1880. Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de sa mort, 1580-1880. Et en 1890, au moment de la crise de l'ultimatum, eh bien, les gens vont sur la statue de Camões, le recouvrent d'un crêpe noire en disant, voilà, c'est une insulte pour Camões, notre poète national. Donc, vous voyez à quel point cette identification à ces grands héros du passé, qui sont tous liés à l'expansion, à cette projection ultramarine, à quel point c'est important, effectivement, pour comprendre le destin portugais au XIXe siècle. J'étais un peu long. Alors voilà, nous souhaitions aborder, si vous voulez, un dernier thème, après avoir présenté l'Empire, après avoir réfléchi aux mythes politiques qui l'ont construit. On voulait travailler avec nos intervenants sur la question des mobilités, des circulations, en revenant un petit peu à l'époque moderne, puis ensuite en repartant vers l'époque contemporaine. On va peut-être le faire d'abord en compagnie d'Antonio. Là, on est plutôt au XVIe, XVIIe siècle. C'est important de comprendre la circulation des hommes et des objets. On a voulu insister. Et là, on a repris deux pièces qui sont présentées, je crois que ça se termine aujourd'hui, à l'exposition du château d'Angers. Voilà. Je laisse Antonio présenter un peu cette diapositive sur les circulations, les mobilités. Oui, de façon rapide, qu'on ait le temps, voilà. Et là, ça nous permet de faire le lien avec cet empire maritime qui se construit, c'est-à-dire cet empire portugais, c'est un empire qui aussi se matérialise par ses mobilités. Et ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose qui est extrêmement moderne, c'est-à-dire ce qui marque un petit peu ce tournant, ce passage du Moyen-Âge avec cette chronologie un peu incertaine au Portugal, c'est qu'on est dans un temps où les gens se déplacent beaucoup. Et le terme même de colonie vient de l'espagnol et du portugais colono, c'est-à-dire aller peupler. Il faut pas l'oublier, c'est-à-dire l'origine même du terme colonie, c'est pas l'idée qu'on a aujourd'hui de coloniser, d'occuper un territoire, c'est d'envoyer des paysans qui vont occuper cet espace. Et ça, c'est important, c'est au cœur même de ce projet portugais, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on l'a vu, dans un empire un peu avec des espaces déconnectés. Il y a plusieurs empires qui s'emboîtent entre eux, mais ce qui fait un petit peu l'unité de cet empire, c'est qu'on a des circulations d'individus extrêmement importantes, et cette ouverture de frontières, elle est étroitement liée à une nouvelle forme, y compris de capitalisme et d'hybridation, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de nouveau qui se produit là, y compris dans ces villes qui surgissent, telle Lisbonne, qui est une ville moderne pour l'époque, on la voit dans cette gravure. Pourquoi elle est moderne et cette représentation aujourd'hui ? Donc, quand on va à Lisbonne, on se dit, voilà, c'est une ville du XVIe siècle. Et on cherche un peu ce côté typique avec ces carreaux, ces maisons basses, mais pour l'époque, construire sur 2 ou 3 étages, c'est un petit peu ce qui serait aujourd'hui nos grands ensembles. Ces tours de 10 ou 15 étages, parce qu'on ne construisait pas en hauteur. Donc cette ville de Lisbonne, et c'est ce qu'il faut aussi, cette nouveauté, et on a besoin de nouveaux salariés qui sont les esclaves, c'est-à-dire c'est une ville qui se construit sur le commerce et sur ce lien avec ces empires, et donc qui se construit comme une nouvelle ville. Donc les villes avant étaient des villes construites en bois, donc des villes qui étaient des villes qu'on remodelait sans cesse. Et donc là on a une ville en pierre, faite pour durer, et qui se construit en grande partie sur les fortunes et les richesses qui arrivent des Outre-mer. Et donc là on a une ville, et cette modernité de la ville, les voyageurs qui arrivent à Lisbonne insistent dessus, en disant il y a quelque chose de nouveau qui se joue à la fois dans les métissages, parce que dans les villes médiévales, il y avait des quartiers par corporation. On reconnaissait bien les statuts individuels des individus. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, puisque les domestiques vivent, pas aujourd'hui comme ce qui sera ensuite les chambres de bonne, mais vivent dans les appartements. Et donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette séparation des lieux de vie. C'est nouveau parce qu'on a besoin de gens qui vont vous chercher l'eau. Et une ville moderne qui passe de 10 000 habitants à 100 000, donc c'est quelque chose d'énorme. C'est un champignon énorme. Elle fonctionne parce qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui des serviteurs, qui sont à l'époque les domestiques. Donc des gens qui vont vous chercher l'eau, on le voit ici, cette photo, qui portent des excréments, parce qu'il faut s'imaginer ce que c'est qu'une ville sans égout, sans eau courante,
une ville de 100 000 habitants qui vivent sur un petit espace, parce que c'est, si vous connaissez Lisbonne, c'est aujourd'hui l'Alfama, et un peu plus loin la place du commerce. C'est ça Lisbonne, de 100 000 habitants. Donc c'est aujourd'hui ce qui serait une ville comme Paris, de 3-4 millions d'habitants, concentrée sur un petit espace qui se construit en hauteur, où on a des logements où les gens vivent jusqu'à 7-8 personnes. Les esclaves dorment avec leur maître dans le même domicile. Et ensuite, cet art, qui est un art qui s'hybride, parce que là, on a les ivoires du Bénin, alors qui sont un petit peu ce qui serait aujourd'hui les objets touristiques ou les petites tours Eiffel qu'on vend aux touristes. Alors, c'est construit avec, bien sûr, quelque chose de très précieux, c'est l'ivoire des éléphants, mais qui est alors, un art construit par les artisans béninois, qui est destiné à quelque chose de grand public. C'est-à-dire, c'est un art qui va traverser tout l'Atlantique, qu'on va retrouver en Sierra Leone, au Brésil, l'Ivoire et en Inde, et qui fait alors une consommation de masse sur des modèles alors qui plaisent à la restauration portugaise et qui est quelque chose un petit peu, vous voyez, comme ces objets touristiques qu'on ramène d'Afrique et qu'on met un petit peu chez soi. Et aujourd'hui, on les retrouve dans les musées parce que c'est quelque chose alors qui est extrêmement précieux, parce qu'il n'y a plus d'éléphants aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a toute une production africaine qui est destinée à ces Européens qui viennent sur les côtes d'Afrique et avec lesquels on fait du commerce et dont on veut retirer donc des produits. Donc on a, ça c'est aussi important, ce qui fait cette spécificité de cet empire, c'est moins sa dimension un peu politique que cette dimension, et sur laquelle vont insister mes collègues, de mobilité qui se prolonge jusqu'au XXe siècle. Voilà. On circule partout, et les Portugais, on va retrouver, et quand on travaille sur les archives, et c'est assez étonnant, il suffit d'ouvrir une archive, on trouve des Portugais partout, jusqu'à se demander, mais qui sont ces Portugais ? Donc des Portugais, ça devient une identité, parce qu'on est aussi dans un monde, quand les frontières s'ouvrent, un peu comme aujourd'hui, il faut pouvoir savoir qui est qui. Donc ces frontières qui s'ouvrent, c'est aussi tout ce discours sur la race, il faut savoir qui est qui. C'est la nécessité ensuite d'avoir des papiers. Donc la question des passeports, elle naît à ce moment-là, c'est des gens qui traversent les ports. Donc ce monde nouveau qui s'ouvre, et les Portugais participent à cette ouverture du monde en circulant un peu partout, c'est un monde qui est un peu notre monde à nous, où il faut avoir des papiers, et il faut savoir qui est qui. Et un monde où on commence à parler d'hybridation et de métissage, et se pose aussi la question, et là je vais finir parce que je parle trop peut-être, il y a déjà cette idée à cette époque qu'il y a une sorte de remplacement. Il y a tout un discours dès les années 1510, on dit voilà, mais bientôt il n'y aura plus de Portugais au Portugal. On va perdre, il y a tout un discours de Rezende et d'autres qui disent les Portugais, bien sûr, c'est bien beau, l'Inde, le Brésil, mais il n'y a plus de Portugais ici. Et on est obligé d'importer des Africains pour remplacer les Portugais. La nation va se perdre. Il y a déjà tout ce discours sur les méfaits de ce qui serait cette expansion, et ce qu'on appelle à l'époque pas encore la globalisation, mais qui est le terme qui ensuite a été attaché à cette épopée. Voilà, alors vous êtes habitués, on fait des sauts chronologiques, pas possible. Bon, juste une petite étape, là, c'est j'en petit plaisir personnel, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est ces itinéraires incroyables qu'il y a aussi, de Charlotte de Castelnau-l'Étoile, Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal. On voit toute la circulation des hommes à l'époque moderne. Mais concentrons-nous, faisons un saut jusqu'au XXe siècle. Et là, on va retrouver notamment les travaux récents de Victor, qui pourra peut-être nous commenter certaines de ces images, parce qu'elles sont intéressantes sur les mobilités, les circulations, notamment autour de la désertion, du refus de la conscription pendant les guerres coloniales. Je laisse Victor présenter un petit peu ça. Et vous voyez, on fait des sauts, pardonnez-nous, dans la chronologie. Un moment qui est important dans cette histoire impériale, c'est 1961, quand il y a une insurrection d'abord à Luanda, donc en Angola, le 4 février, puis ce qu'au Portugal on appelle les guerres coloniales, quand en Afrique on appellerait les guerres anticoloniales ou d'indépendance. À partir de 61 en Angola, 63 en Guinée-Bissau, 64 au Mozambique, commencent donc les guerres coloniales. Donc encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la pacification de ces territoires était assez récente. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'une grande majorité de la population soutient le fait qu'il y a un empire. C'est-à-dire que cette propagande, on l'a vu, elle n'est pas seulement de Salazar, elle est fortement ancrée, et notamment l'usage, l'instrumentation de Camões est extrêmement forte. À l'école, au Portugal, la plupart des gens passaient 3-4 ans à l'école, mais ils connaissaient tous les fleuves de l'Angola et du Mozambique. Ils connaissaient ces héros, Vasco de Gama, Henri, etc. Et en 61, quand commencent les guerres, il n'y a que les communistes
donc le Parti communiste qui est dans la clandestinité, qui défend l'indépendance des colonies. Les anarchistes, eux, ont été réprimés depuis les années 30, donc ils ont défendu l'indépendance, mais il n'y en a quasiment plus. Et en 61, Salazar, quand il dit en Angola rapidement et en force, une grande partie de la population suit derrière. Il y a certes certains militaires qui doutent de la capacité du Portugal et de Salazar de mener ces opérations à bien. Et néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, ces guerres coloniales, au début, c'est comme en Algérie, hein. C'est pas des guerres, en fait, ce sont des opérations de police. Et on pense que très très vite, on va pouvoir contrôler ce territoire. La propagande disait que il était impossible, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler du lusotropicalisme, on a peut-être parlé dans d'autres sessions. Le lusotropicalisme, c'est cette idée que le Portugal, dans les colonies, a créé des sociétés métisses, de métissage, où on ne distingue plus l'Africain de l'Européen, de l'Asiatique, et que donc il n'y a que des Portugais qui sont unis du Portugal à Timor, comme le dit la propagande. Et donc dans la propagande dit on va vite restaurer l'ordre, et c'est seulement une poignée de terroristes étrangers soutenus par Pékin, La Havane et Moscou, j'ai oublié, qui essayent de prendre nos glorieux et nos riches territoires. Parce que le Portugal défend beaucoup cette idée que nous, on a été en Afrique non pas pour exploiter les Africains, on a été en Afrique pour les civiliser, pour les convertir, mais en aucun cas pour prendre leurs richesses. Ce qui fait que notamment jusqu'à nos jours au Portugal, beaucoup de Portugais vous diront qu'il n'y a pas de traite négrière au Portugal, que c'est les Anglais, c'est les méchants Français, c'est les Hollandais, tous les autres, mais nous non, nous on a été pour convertir et pour civiliser. Or, ces guerres, ou ces opérations de police, si vous préférez, ne cessent pas, et l'effort militaire portugais ne cesse de croître. En 68, les jeunes hommes, tous les jeunes hommes devaient faire leur service militaire, qui passe à 4 ans à partir de 1968. Donc tous les jeunes hommes devaient passer 2 ans de formation, 2 ans en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau. On connaît les chiffres du nombre de morts du côté portugais, mais on a beaucoup moins de notions du côté africain. On sait, grosso modo, qu'il y a 8000 morts portugais. Donc beaucoup disent, et même de nos jours, certains qui disent que l'Empire portugais a été trahi par quelques-uns, dont Mario Soares, on y reviendra peut-être après, disent qu'il y avait moins de morts à l'époque dans la guerre coloniale que d'accidents de voiture. Sauf que ce n'est qu'une partie de la question. Et d'autre part, ça ne compte pas le fait que le Portugal, jusqu'à nos jours, a des dizaines de milliers de personnes qui sont désormais âgées, avec de graves problèmes psychiatriques, comme on retrouve dans le cas de Français en Algérie, d'Américains au Vietnam, etc. Et à partir de la fin des années 60, de plus en plus, il y a des milliers de Portugais qui, à la fois, émigrent vers la France pour y travailler, pour s'y exiler. Je n'ai pas le temps de dire que c'est pas... jusqu'à nos jours, maintenant, les débats publics, on met d'un côté l'immigration économique et de l'autre côté l'immigration politique. C'est beaucoup plus compliqué que cela, et c'est souvent assez perméable. Et d'autre part, il y a aussi des jeunes gens et des jeunes hommes. On nous a déjà critiqué pour parler que d'hommes, mais là, en l'occurrence, c'est des hommes qui doivent quitter le Portugal, qui soit sont insoumis, déserteurs, réfractaires, et qui partent vers la France, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique, l'Allemagne, mais c'est surtout la France qui accueille ces personnes. On est à une époque où maintenant on a tous des appareils photos dans nos poches, où on prend des photos, tout est documenté, et là, derrière moi, c'est la seule photo. On n'a que 2 photos de migration clandestine portugaise prises sur le moment. Des photos de Gérald Bloncourt, qui est un photographe haïtien qui, en 64-65, accompagne des Portugais qui rentrent clandestinement en France. Et il y a quelques photos qu'il prend dans les Pyrénées. Et il y a ces photos d'un groupe de déserteurs, donc ils étaient déjà dans l'armée, qui décident de faire semblant d'aller faire un pique-nique au nord du Portugal, dans le Gerês, qui est la première réserve naturelle au Portugal, dans une zone relativement montagneuse, mais qui en fait se servent de ce faux pique-nique pour déserter. Luc est très gentil. Il y a une autre photo, ils ont pris une série de photos où ils sont sur la borne de la frontière, symbolisée par un P, et ils font un doigt d'honneur. C'est pas le Portugal qu'il voue hégémonie, mais c'est plutôt la dictature. Et ce qui est drôle, c'est que parler avec l'une de ces personnes, il a dit que c'est le passeur qui a pris la photo. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir que le passeur prend une photo de jeunes gens qui signifient leur refus de ces guerres coloniales. Et donc, vous avez
200 000 Portugais qui, entre 61 et 74, quittent le Portugal pour ne pas faire leur service militaire. Alors, je ne vais pas me répéter, parce que peut-être que vous étiez là hier pour la conférence que nous avons donnée avec Luc et Yves, mais ça va avoir une importance, parce que notamment chez certains militaires, ils vont interpréter cette migration à la fois de travailleurs, mais aussi de jeunes soldats, comme une sorte de vote avec les pieds d'une population qui ne peut pas voter et qui refuse la guerre, de plus en plus. Cela va également poser le problème, qui va être une des origines du 25 avril 1974, c'est que parmi ceux qui partent, il y a beaucoup de jeunes étudiants, des gens où l'armée recrutait des officiers miliciens. Donc ces officiers miliciens, ceux qui étaient là pour encadrer les soldats, qui étaient souvent peu alphabétisés. Et le grand problème pour l'armée portugaise, c'est qu'ils vont manquer de ces officiers intermédiaires. Et c'est notamment en 73 pour ça que le gouvernement prend une loi pour favoriser, pour attirer des officiers miliciens. Et c'est cette loi qui est mal rédigée, qui va amener le mécontentement des officiers de carrière, ceux qui ont fait l'école de guerre et qui, pour rentrer dans l'armée, qui vont se dire que ils sont désavantagés. Et c'est cette loi qui va initier le mouvement des forces armées et qui va aboutir, ensuite il va se transformer d'une question corporative à une question il faut mettre fin à la guerre et donc il faut mettre fin à la dictature, et qui va amener au 25 avril. Et sur ce slide, si je peux me permettre, je peux enchaîner ou pas sur le reste. Ce qui, je vous les ai dit tout à l'heure, c'est que le Portugal, depuis les années 1830, incite sa population, ses paysans, parce que c'est en grande partie une nation de paysans jusque dans les années 60, à partir vers l'Afrique. Et les Portugais émigrent beaucoup, vers le Brésil surtout, vers les États-Unis, notamment les gens qui parlent des Açores, vers Hawaï. Vous avez des gens de Madère qui vont à Hawaï fin 19e siècle, début 20e siècle, mais vont extrêmement peu en Afrique, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et ce n'est que dans les années 50 et 60 et début des années 70 que, à force de propagande, à force de grands travaux, du fait que certains sont partis se battre en Afrique et décident d'y rester, on incitait les militaires à rester en Afrique, il va y avoir un nombre croissant de Portugais qui s'installent, surtout en Angola et au Mozambique, beaucoup moins en Guinée-Bissau, qui est un territoire qui s'y prête moins. Et, comme vous le voyez dans les photos, en 74, 25 avril 74, les militaires qui font le coup d'État ont comme programme un programme simple et qui est facile à enseigner, les 3D. Décoloniser, démocratiser, développer. Et donc leur objectif, c'est de mettre fin à la présence portugaise ou la tutelle portugaise en Afrique. Et une des questions qui se posent est les quelques 800 000 Portugais blancs. Et là encore, on l'a vu avec Antonio, c'est difficile souvent de distinguer, avec quelques métissages qu'il y a quand même eu. Et que fait-on de cette population? Il y a un préalable que vous connaissez tous, qui est celui de 62, avec l'Algérie. Et ce qui va se passer, c'est que dès 74 et surtout dès 75, une grande partie de la population blanche va décider de quitter l'Angola et le Mozambique. Une grande partie, la majorité, mais pas tous, vont se rendre au Portugal. Certains vont pas vouloir aller au Portugal, et notamment si vous regardez une carte de la présence portugaise dans le monde, il y a une communauté qui se réduit maintenant en Afrique du Sud, qui était très proche du Mozambique, et vous avez beaucoup de Portugais qui sont allés en Afrique du Sud. D'autres sont partis au Brésil, un peu moins en France, parce que les frontières s'étaient un peu fermées. Et donc, le gouvernement portugais doit gérer, en 1975, l'arrivée, si tu reviens juste un peu en arrière, merci Luc, de ces centaines de milliers, 600 000 environ, de Portugais qui, non seulement... Alors, certains sont partis depuis peu de temps, donc encore de la famille, des étages familiales. C'est un peu différent du cas de l'Algérie, où vous aviez des personnes qui étaient sur 3-4 générations, vous en avez quelques-uns, mais ce n'était pas la majorité, qui arrivent dans un Portugal révolutionnaire. Un Portugal qui va avoir un discours très rapidement, si vous étiez au débat hier avec mes camarades, qui va très très vite considérer que le fascisme, comme on l'appelait, le colonialisme ont exploité les peuples africains. Et les colons vont être mal vus, et vont être vus comme une sorte de force de réserve pour la droite et l'extrême droite. Donc on va craindre notamment que ces colons qui arrivent, qu'on appelle les retournados, ceux qui reviennent, remettent en cause la révolution, les acquis de la révolution, ou soutiennent les forces d'extrême droite qui sont relativement minoritaires, mais qui existent.
Et vous voyez notamment en réponse à cela, il y a cet enfant qui porte une pancarte, je ne sais pas si vous lisez le portugais, mais et qui dit les ouvriers en Angola n'ont rien volé à personne. C'est-à-dire que les retournages, eux, vont se dire que ce n'est pas été des colons qui ont exploité les peuples africains, c'était eux-mêmes des ouvriers. Et ils disent ouvriers parce que à l'époque de la Révolution, le maître mot c'est le socialisme et la classe ouvrière, donc ils reprennent les termes de l'époque. Et donc se présentent eux comme victimes et non pas comme exploiteurs. Donc il y a tout un jeu sémantique de représentation dans un cadre révolutionnaire. Et donc le Portugal, en 74-75, va devoir gérer plusieurs choses, notamment une révolution. Tout à l'heure, on parlait de Otelo Sarraval Carvalho, je ne vais pas avoir le temps de faire une histoire de révolution, désolé, mais elle doit à la fois gérer une révolution, qui est relativement complexe, le retour donc de 600 000 Portugais, dont on craint qu'ils puissent être l'appui de l'extrême droite. La grande chance que le Portugal a eue pendant quelques mois, c'est que Lisbonne était a reçu beaucoup moins de touristes que de nos jours, mais que déjà à l'époque, et donc il y avait beaucoup d'hôtels qui étaient vides, qui ont permis de loger des retournages, et notamment des hôtels pour touristes. Et le grand problème, la grande crainte, c'était qu'en Europe, en France, en Allemagne de l'Ouest, c'est la crise économique, et on craint que les États comme la France ou l'Allemagne, déjà, elles ont fermé leurs frontières, en Allemagne en 73, en France en 74, et qu'elles renvoient les Portugais. Ça peut nous paraître étrange, mais dans les années 30, quand la France a connu la crise économique, qu'est-ce qu'elle a fait avec les Polonais et les Portugais aussi? Ils ont été le plus souvent contraints de quitter le territoire. Ils ont été expulsés, refoulés. Et donc la grande crainte, c'est de se retrouver avec 600 000 Portugais et 800 000 Portugais qui sont en France. Ce qui aurait été extrêmement difficilement gérable pour le Portugal. Heureusement pour le Portugal, la France n'a pas expulsé massivement les immigrés et les Portugais. Et donc le discours du Portugal à l'époque, c'est vis-à-vis des immigrés, certes, nous avons mis en place la démocratie, mais ne revenez pas tout de suite. Restez un peu là où vous êtes, continuez de travailler dur et d'envoyer des choses qui sont essentielles, c'est-à-dire des remises, pour que notre balance des paiements soit équilibrée. Et nous travaillons à construire un pays, donc le 3e D, développé, où vous pourrez peut-être rentrer, mais surtout un pays où vous n'aurez pas à émigrer, où ceux qui sont au Portugal n'auront pas à émigrer. Et peut-être pour terminer, le dernier slide, si tu me le permets. Et il y aura très rapidement, dès la fin des années 70, un discours très intéressant, pour un historien. C'est le Portugal, comme vous l'avez compris, pendant tout un discours, a été un discours qui a peut-être été résumé dans la Constitution de l'État nouveau en 1933. Alors, je vais vous paraphraser, c'est pas tout à fait ça, mais qui est de dire que le Portugal a eu la providence a donné au Portugal la responsabilité d'avoir un empire. Et le Portugal est un petit pays, donc c'est pour ça qu'il disait que ce n'est pas un petit pays, qui a toujours, c'est toujours, du moins les élites, c'est toujours construit comme un pays à vocation universelle. En 1975, le Portugal perd son empire. Il ne reste plus que les Açores Madères et Macao, qui va être rétrocédé à la Chine en 1999. Et très rapidement, le Portugal va placer sur les Portugais, comme l'a dit tout à l'heure rapidement Antonio, vous trouvez des Portugais partout, on voit un peu sur cette carte, il va placer sur les Portugais à l'étranger cette dimension universelle. Et donc le discours de la classe politique portugaise, droite et gauche confondus, est de dire que désormais, la présence du Portugal dans le monde, et en plus qui est une présence pacifique, faite de travailleurs, qui aide à développer des pays comme la France et d'autres pays, que le Portugal continue à être universel. Et donc, notamment au Portugal, il y a une émission sur la chaîne publique, je crois, qui s'appelle Portugais dans le monde, et qui est des portraits. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils prennent rarement des maçons et des femmes de ménage, mais ils vont vous prendre un José Mourinho à Chelsea, ils vont prendre un artiste extrêmement coté à Singapour, et un pâtissier qui fait d'excellents passages de nata à Doha. Mais avec cette idée extrêmement forte que les Portugais sont partout, et que la présence portugaise est universelle. Et je vous ai parlé de cette émission, mais aussi quelque chose d'omniprésent dans le discours politique portugais, je vous dis de droite et de gauche. C'est de présenter les Portugais à l'étranger comme les continuateurs des grands découvreurs. J'ai déjà entendu personnellement le Premier ministre actuel, Antonio Costa, s'adresser à une foule d'émigrés, de leurs enfants, et leur dire « Vous êtes les Vasco de Gama
de l'époque moderne. A priori, il n'a pas lu Subramanian, ou il pensait que... c'est ça. En plus, c'est plus compliqué dans le cas de Antonio Costa, qui, comme vous le savez peut-être, a des origines goèzes et mozambiquaises. Mais bon. Et donc, et pendant très longtemps, et je vais terminer sur ça, il y avait une direction qui devait s'occuper des Portugais à l'étranger, une direction générale des affaires consulaires, dont le logo était une caravelle. C'est fort étonnant, puisque aucun des Portugais à travers le monde de nos jours a pris une caravelle pour venir travailler à Boulogne-Billancourt ou à Dortmund. Et moi non plus. Étant né en Normandie, moi j'ai pris un Drakkar ou un Landskip pour être plus précis. Et donc c'est un discours qui continue ce mythe sur la présence portugaise dans le monde pacifique, tolérante, écuménique, à travers ces émigrés. Qui a un revers de la médaille, c'est qu'on connaît encore assez peu, au Portugal, assez peu, l'histoire de l'immigration et de ses difficultés. Par exemple, au Portugal, ça peut vous paraître étonnant, il n'y a pas de musée national de l'immigration. Il n'y a pas de musée national de l'esclavage non plus, et c'est une question qu'on s'était posée hier, mais il n'y a pas de musée national de l'immigration. Il y a quelques musées localement avec très peu de moyens, parce que reconnaître qu'en fait les Portugais ont dû partir parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre dans leur propre territoire, de nourrir leurs enfants, et non pas pour partir pour la gloire du Portugal, c'est quelque chose qui n'est pas encore pacifique au Portugal. Merci beaucoup. Je crois que le temps des questions est venu. Si vous en avez, c'est le moment. Un micro va circuler. Je vois monsieur là. Ou peut-être... oui, là-bas aussi. Oui, monsieur là. Voilà, je vous en prie, monsieur. Oui, merci pour ces lumineuses explications. Une simple question à propos de la carte rose. Je crois qu'on a tous le souvenir de nos cartes françaises dans nos salles de classe où les colonies françaises étaient représentées en rose. Alors, comment étaient représentées les colonies françaises sur les cartes portugaises? Question à 1 000 €. Sur la représentation des possessions françaises sur les cartes portugaises, en revanche, effectivement, l'utilisation du rose était effectivement, peut-être que la source d'inspiration même pour les Portugais était celle-ci, quoi. Mais j'ai pas votre réponse sur les complémentarités entre couleurs et comment on représentait. Bon, mais ceci étant, je botterai un peu en touche en disant que pour l'essentiel, ce qui les intéressait, c'était cette partie de l'Afrique où la France était beaucoup moins présente. Donc on pouvait cibler sur la partie sud du continent africain. La rivalité était vraiment avec les Britanniques là-dessus. Il y a une question au fond, je crois. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde vraiment passionnante. Je voulais savoir si en fait la méthode de Sanjay Subramanian avait fait des émules, en fait, s'il y avait d'autres grands découvreurs qui avaient été un peu déhéroïsés voilà, par les recherches récentes. Merci. Non, il y a du travail à faire, je crois. Il y a une biographie à faire d'Henri le Navigateur, parce que celle qu'on connaît, elle date un petit peu. Alors, je suis pas spécialiste, mais vous avez, il y a peu, Romain Bertrand, que tu as cité plusieurs fois, a fait une biographie de Magellan. Et Magellan est d'origine portugaise. Surtout sur le voyage de Magellan. Oui. Hein. Mais oui, il y a du travail à faire. Hein. Par exemple, Cabral, voilà, si vous voulez faire une thèse... on peut, oui, mais voilà, Magellan avait été un tournant, et y compris pour... pas seulement des biographies de découvreurs. Hein. Sanjay Subramanian a ouvert la voie sur ce récit biographique qui tenait compte à la fois du contexte, de revenir à de la micro-histoire. Et donc là, ce qu'on retrouve, le courant actuel, hein, Subramanian l'avait un petit peu pensé dans les années 1997, quand on ne parlait pas des sans-voix, des subalternes. Hein. Il était dans ce courant-là, de penser une contre-histoire factuelle. D'autres questions? Ah, non, voilà. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'un pays qui nous semble petit, le Portugal, à côté de l'Espagne, à côté de la France, à côté de l'Angleterre, qui n'est séparé de l'Espagne que par une petite chaîne de montagnes et qui n'a pas beaucoup de richesse de fond, c'est pas pour critiquer, c'est un constat que je pensais être. Qu'est-ce qui fait que ce pays a été quand même une des plus grandes puissances navigatrices et une des plus grandes puissances colonisatrices du monde? Et puis une deuxième question. Il semblerait qu'au moment du traité qui a séparé le monde en deux, il semblerait que les Portugais aient eu l'impression d'être gagnants au début
et qu'ensuite, avec les restes de découverte du monde, ils aient été perdants. C'est une version que j'ai entendue à un colloque lors de ces rendez-vous de l'histoire. Et la première question, c'est, enfin pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est un petit pays, mais ça a été une très grande puissance. Les Hollandais, on peut un peu le comprendre parce qu'ils sont dans un pays relativement riche, mais le Portugal, c'est un pays qui est relativement pauvre. Pourquoi un petit pays et un grand empire? C'est ça un petit peu. Voilà. Après, oui, les jeux d'échelle, c'est vrai qu'ils sont frappants. Hein. Petit pays, grand empire. Il faut quand même revenir. On peut tout déconstruire, se dire que c'est un peu le fait du hasard, mais aussi se replacer dans ce contexte où il y a quelque chose de nouveau qui émerge au XVe siècle et XVIe siècle. Et ce qu'on appelle cet empire, c'est plus l'empire romain. C'est ce que certains historiens appellent un empire décentré. Donc le Portugal a eu cette capacité à connecter des espaces, et ça c'est aussi lié aux circulations, qui étaient des espaces qui très très vite sont devenus des espaces autonomes. C'est-à-dire que quand on est à la fin du XVIe siècle en Inde, les gens ne reviennent pas, y compris les Portugais, au Portugal. Ils savent très très peu ce qui se passe à Lisbonne, et très souvent ils se disent c'est nos cousins éloignés, qui sont restés un peu archaïques. Ou quand on est au Brésil au XVIIIe siècle, un peu comme aujourd'hui, on regarde un peu le Portugal comme les ancêtres dont on est parti des montagnes, mais on se place déjà dans une posture de modernité. Donc ce qui fait un petit peu que cet empire fonctionne, c'est que le discours sur l'empire, il attire aussi les luso-africains, les luso-indiens, donc tous ces gens qui se métissent, et qui, de cette façon, ce discours sur le commerce, et là on n'a pas insisté là-dessus, c'est aussi un empire commercial. Il y a des fortunes qui se bâtissent, et alors on n'avait pas le temps de tout traiter, alors autour de l'esclavage, autour de l'or, autour des épices, et d'une certaine façon, il y a tout un discours où replacer le début du capitalisme dans lequel on vit, c'est-à-dire que est-ce que ce temps moderne, c'est aussi la fin du servage en Europe, et des gens qui circulent et qui vont s'installer et créer des fortunes ailleurs, c'est le self-one man tel qu'on connaît aujourd'hui, donc des gens qui partent de rien, des paysans, parce qu'on insiste sur Vasco de Gama, mais il y a plein de gens qui partent de leur village, de leur montagne, et qui vont créer des fortunes, acquérir des grandes propriétés, devenir de grands propriétaires fonciers. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qui, dans une société d'ancien régime, vous voyez, très fractionnée sur des statuts, sur la naissance, fonctionnait comme un mythe de l'Eldorado. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un grand empire, c'est que tous ceux qui partent, au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui réussissent. Il y a plein de gens qui meurent. Mais il y en a qui réussissent et qui font que ce mythe, cet empire, il fait rêver. Il fait rêver parce qu'il y a plein de gens qui veulent participer aussi quand on est descendant de Portugais, Indiens ou descendant d'Africains métissés. L'argent, c'est important et le capital, c'est important. Donc l'empire, c'est un empire qui est un empire marchand. Juste pour compléter, c'est une des questions effectivement sur le plan historiographique qui appelle le plus de mise en perspective de débat, mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque où tout ça a pris corps, c'est-à-dire, Victor l'a évoqué tout à l'heure, la question, on va dire, ibérique. C'est-à-dire que dans sa propre construction, le Portugal, petit territoire à l'échelle du continent européen et de la péninsule ibérique, il a à ses côtés une seule frontière terrestre et un seul voisin. Et ce voisin est plus puissant que lui. Et donc, en partie, sa construction en tant qu'État souverain, elle se fait, au moins au départ, sur cette idée qu'il faut repousser ou contenir le plus possible le voisin castillan. Et donc, une fois que c'est à peu près sécurisé, on va dire à la fin du XIVe siècle, et c'est concomitant, évidemment, ça épouse la chronologie qu'on a évoquée tout à l'heure, 1415, vous avez une bataille importante au Portugal, qui est la bataille en 1385, qui est remportée par le roi du Portugal sur le roi de Castille. Et à partir de ce moment-là, se pose avec une force extrême la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant dès lors que sur le front continental, terrestre, il y a quand même un souci, il y a un obstacle. Et donc, cette projection aussi répond pour partie à cette réflexion, à la fois pour des raisons mercantiles, pour cette dimension messianique qui va aussi prendre une grande importance, mais aussi parce qu'il y a à ses côtés, c'est l'un des traits distinctifs, un fil conducteur de cette histoire du Portugal, comme on a dit souvent, ne pas être la Castille.
Oui, je précise parce qu'en fait, en termes de rapport de force militaire, ils étaient coincés entre les Anglais et les Espagnols qui auraient pu en faire qu'une bouchée. J'ai juste une interprétation, vous allez dire ou pas, c'est qu'ils avaient une autre forme de colonisation, moins brutale, entre guillemets, que celle des Espagnols, qui, on le sait tous, ne faisaient pas de quartier, et peut-être aussi moins brutale que celle des Anglais. Donc ils ont eu des oppositions moins fortes et ils ont pu passer et se maintenir plus par diplomatie que par la voie militaire qui pour moi était vraiment en leur défaveur. Non. Oui, une dernière question, madame. Oui. C'est sur la compétence navale. Vous pourrez reposer votre de la question. compétence navale, comment elle se situe par rapport aux autres pays colonisateurs Parce que j'imagine quand même que pour... Oui, c'est important. On n'a pas pu tout traiter ici, hein, c'est-à-dire mais comme c'est le sujet des rendez-vous de l'histoire. La compétence navale, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le savoir, qui est le savoir accumulé en péninsule ibérique, avec les populations juives, la présence des musulmans et tous ces cartographes. Donc c'est aussi un moment important, c'est-à-dire que le Portugal de ce temps, il ne faut pas non plus le couper de ce qu'est l'Europe en train de se construire en Méditerranée, c'est-à-dire l'humanisme qui est là. C'est-à-dire que ces gens, ils portent aussi un discours sur le progrès. Et donc pourquoi cet empire ici il fonctionne, et là, d'une certaine façon, alors on réinverse le débat, c'est-à-dire que, y compris les Européens à cette époque-là, mais l'Europe pris dans son ensemble, c'est un peuple, c'est des populations qui migrent, hein, contrairement aux autres sociétés où les gens se déplacent peu. On ne vient pas d'Afrique, à moins que ce soit des esclaves, vers l'Europe. Donc on a aussi une dynamique, qui est cette dynamique portée par le progrès technique, portée par ces navires qui vous amènent de plus en plus loin, qui permettent de revenir. Et donc là, il faut aussi placer le Portugal, pas juste de ce contexte, de ce rapport avec ces provinces d'outre-mer et les possessions d'outre-mer, dans un contexte technique qui est celui de l'Europe de la Renaissance, de la redécouverte des mers, des océans et des savoirs, qui étaient des savoirs arabes, juifs, et qui vont aussi alors se concentrer sur cette péninsule ibérique où il y a de fortes minorités. Donc les cartographes viennent de Majorque, le savoir arabe est très présent. Donc c'est aussi ce mouvement, hein, qui pousse les empires. Oui. Vous n'avez... Pardon. On ne vous entend pas, monsieur, on ne vous entend pas. Il faut prendre le micro, sinon vous entend. Vous disiez tout à l'heure qu'en navigateur, bon, on n'a pas fait grand-chose, mais quand on va au Portugal, on va à Sagres, on dit à Sagres que c'est une académie navale, plus ou moins il y avait tous les cerveaux pour faire les découvertes. C'est que du Salazaris, ça, ou c'est vrai ou pas vrai? Non, après, il y a tout le discours de savoir, en fait, est-ce que Sagres a réellement existé? Il y a tout un débat. Le débat actuel, il est là sur l'historien, c'est savoir est-ce que ça représente vraiment un espace où on a, de cette façon, concentré tous les savoirs de l'époque, on a construit des cartes, pensé, vous voyez, un peu cette conquête de l'Atlantique, ou est-ce que c'est quelque chose qui était beaucoup plus réduit et on l'a inflationné au XIXe siècle? Donc on n'a pas la réponse, hein. On serait plutôt dans quelque chose où il n'y aurait pas une école telle qu'on la décrirait, où on formerait des cartographes et des cosmographes. On serait comme de quelque chose de beaucoup réduit, puisque on n'a même pas l'assurance que Henri Navigateur ait été à Sagres. Vous n'avez pas parlé de l'évangélisation qui a beaucoup facilité la colonisation. Bien sûr. Et l'exemple, c'est Goa, le territoire de Goa qui était portugais complètement et qui a été, pour ainsi dire, annexé par l'Inde, qui est récupéré, alors que c'était portugais. Non, on n'a pas parlé de beaucoup de choses. C'est-à-dire que cet empire portugais, c'est à la fois un empire politique, c'est un empire commercial et c'est un empire religieux. C'est-à-dire que, y compris la papauté concède tout un tas de traités et de bulles pour que les Portugais aillent, d'une certaine façon, évangéliser le monde. Et ils le font, hein. C'était pas juste un discours comme ça de pacotille. Ils vont christianiser ces populations-là, et ces populations, et ça c'est aussi, ça fonctionne bien, Goa par exemple, ou en Afrique, elles vont adhérer au christianisme. Et très venir s'intituler alors luso-indien, ce qui veut dire chrétien. Et donc ça fonctionne très très bien parce que beaucoup de ces populations adoptent les codes, hein, y compris les codes culturels, vestimentaires. La religion devient importante parce que, y compris pour monter dans l'échelle politique, il faut être chrétien.
Donc il y a aussi, alors en finissant, pourquoi l'Empire, c'est un empire alors qui aurait pu s'écrouler très très vite, mais l'Empire fonctionne parce que très vite il y a aussi des assises idéologiques fortes, ce discours sur le christianisme qui, y compris, agrège tout un tas d'individus, et cette question aussi de la science qui se développe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faire un voyage entre, je sais pas moi, Bahia et Lisbonne, c'est pas rien en termes d'aventure maritime, et il y a tout un tas, voilà, nous... il y a beaucoup d'échecs, mais il y a, et ça c'est documenté, il y a beaucoup de réussites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on établit quelque chose qui semble être une autoroute, qui fonctionne très très bien, puisqu'on peut calculer quasiment au jour près le départ de Lisbonne pour arriver, je sais pas moi, en Afrique du Sud ou arriver au Brésil. Ça c'est quelque chose aujourd'hui qui nous semble totalement de l'ordre de la normalité. On prend un GPS, on calcule un peu notre trajet. À l'époque, il faut s'imaginer ce que c'était que de traverser, vous voyez, l'Atlantique en 3 semaines. Et y compris faire du commerce à une époque où on n'avait pas de communication comme aujourd'hui, il fallait pouvoir arriver le jour J, faire du commerce, que les marchands soient là. Donc c'est quelque chose, et là c'est important, qui repose sur le savoir mathématique, et toutes ces cartes qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, ce sont des cartes d'une grande précision scientifique, c'est-à-dire que ça vous permet de calculer presque au jour près, le jour où vous arriverez à tel endroit. Après il y a des tempêtes, toutes ces choses-là. Donc c'est aussi, vous voyez, tout ce savoir accumulé en Méditerranée, puisque les caravelles, c'est des adaptations des navires de la mer Baltique, des Vikings, c'est tout un savoir accumulé qui est aussi issu de cette hybridation qui est en Méditerranée, qui ensuite est porté dans l'Atlantique, qui était une mer vide, et qui devient au XVIe siècle une mer peuplée, puisque nous, aujourd'hui, on a ce sentiment qu'avec tous ces flux, toutes ces circulations de marchandises esclaves, que ça a été toujours le cœur du monde. Donc aujourd'hui, l'Occident, il s'est construit dans ce rapport à l'Atlantique. L'Occident, c'est les États-Unis et l'Europe occidentale. Mais ce monde-là, il naît au XVe siècle. Voilà, on n'a pas pu tout dire, mais désolé. Bon, merci beaucoup. Simplement, juste un petit mot. Si vous voulez notre diaporama, on peut vous l'envoyer. Il suffit de nous donner votre adresse électronique en venant nous voir. Et je signale aussi que Chandaigne, cet excellent éditeur pour tous ceux qui s'intéressent au Portugal, au Brésil, au monde lusophone, est présent pas très loin. Voilà. Bon après-midi à tous.